La mondialisation a provoqué une fragmentation des chaînes de valeur. Cela signifie que les diverses opérations de conception, de logistique, de production et de services nécessaires à la fabrication d'un produit final peuvent être réparties dans un très grand nombre de pays. Sous cet angle, la valeur créée dans chaque pays est la différence entre ce qu'il importe et ce qu'il réexporte après enrichissement de nouveaux composants ou de nouveaux services. La valeur totale du produit est donc la somme de toutes ces valeurs ajoutées dans chacun des pays. En conséquence, la fragmentation des chaînes de valeur a profondément bouleversé la configuration du commerce mondial, une réalité bien mal appréhendée par les chiffres usuels du commerce extérieur qui empilent les facturations à l'exportation. Il est bien loin le temps où lorsqu'un produit était conçu sur un territoire, il y était majoritairement fabriqué et assemblé. Prenons ici l'exemple d'un objet de consommation courant, made in USA, et exporté vers le vieux continent. Aujourd'hui, il est probable que ce même produit, toujours conçu aux États-Unis, sera assemblé ailleurs, en Chine par exemple. Il sera donc importé de Chine et incorporera de surcroît toute une série de composants matériels et immatériels produits dans diverses régions du monde, sans compter de multiples services de logistique, de maintenance et même d'expertise. Dans la comptabilité usuelle du commerce international, nous saisirons un important flux d'exportation de la Chine vers l'Europe et divers flux d'importation de la Chine en provenance de ses fournisseurs. Ce faisant, les pièces et services composant ce produit seront comptabilisés plusieurs fois en tant qu'exportation des fournisseurs de la Chine, puis une fois assemblés en tant que produit d'exportation chinois. La fragmentation des chaînes de valeur conduit ainsi à empiler les facturations, ce qui conduit à gonfler artificiellement la réalité des échanges internationaux. Pour l'observateur non averti, c'est ainsi principalement vis-à-vis de la Chine que se sont creusés les déficits européens. Mais une analyse en termes de valeur ajoutée peut modifier complètement la perception. De fait, lorsqu'un Européen consomme un produit conçu aux États-Unis, il importe un assemblage de tâches, d'opérations effectuées dans de multiples régions du globe. C'est cette réalité que cherche à mettre en lumière la mesure du commerce en valeur ajoutée. Il est donc indispensable de compter pas à pas les flux d'exportation à la hauteur de la valeur qui est ajoutée au sein de chaque territoire et de les ventiler géographiquement là où en est fait un usage final. Cette approche comptable place alors le projecteur sur ce qui est au cœur de la stratégie de spécialisation internationale d'un pays aujourd'hui. Il lui est indispensable de se positionner sur des maillons stratégiques des chaînes de valeur mondiales, là où il peut capter beaucoup de valeur parce qu'il dispose d'une compétence spécifique. Sous cet angle, il faut alors choisir les bons maillons de la chaîne de valeur et non plus chercher à maîtriser des filières entières et de produits de A à Z. Reprenons le raisonnement et faisons un zoom alors sur ce qu'il se passe le long d'une chaîne de valeur internationale. Le pays A fournit un bien intermédiaire au pays B qui ajoute sa propre valeur, puis au pays C qui y ajoute à son tour sa propre valeur d'assemblage final. Dans cette représentation des échanges qui saisit le produit à chaque fois qu'il franchit une frontière, tout le déficit se cristallise entre le pays C, assembleur final, et le pays de destination finale. Surtout, les flux d'intrants sont comptabilisés plusieurs fois en cascade, d'autant plus que le processus est fragmenté. Mais si l'on prend la mesure en valeur ajoutée des flux d'échange, alors on supprime la multiple comptabilisation. Elle répartit le déséquilibre sur les divers pays intervenant dans la chaîne de fabrication. Prenons l'exemple très emblématique de l'iPhone. Dans la présentation usuelle du commerce extérieur, les États-Unis sont sur ce produit massivement déficitaire à l'égard de la Chine, 1,6 milliard de dollars. D'ailleurs, les États-Unis n'exportent en Chine que pour 229 millions de dollars de composants made in USA. On aura donc compris que la Chine exporte pour plus d'1,8 milliard d'iPhone à destination du consommateur américain. Or, la Chine ne participe qu'à la phase d'assemblage finale pour 65 millions, soit seulement 3,5% du coût du produit. Les autres composants et services sont importés d'autres pays et régions, l'Allemagne, la Corée, Taïwan et même la France. Alors, lorsque l'on ventile ces flux en fonction des pays qui ont créé la valeur de l'iPhone, le déficit bilatéral USA-Chine n'est plus de 1,6 milliard, mais il tombe vertigineusement à 65 millions de dollars. L'exemple est effectivement emblématique. La part de valeur ajoutée qui demeure dans les économies développées reste très élevée. Et si l'on prend en compte de surcroît l'ensemble des revenus de propriété, de licence, de brevets, les revenus des filiales que génère la fabrication de l'iPhone, et après prise en compte des salaires liés à sa conception, un constat majeur s'impose, l'essentiel de la valeur revient bien aux États-Unis.